Bonjour à tous, joyeux réveil sur Bismart. Je vous emmène aux États-Unis ce matin et pour une fois, je vais vous parler d'un secteur qui a plutôt bien résisté pendant la crise. L'Amérique du Nord permet à Mondelez de limiter la casse. On aurait pu s'en douter, les Américains, champions du grignotage, se sont littéralement rués sur les gâteaux pendant le confinement. Les ventes d'Oreo ou de Lu, les marques phares du groupe, se sont envolées en hausse de 17% au deuxième trimestre 2020 par rapport à un an plus tôt. Merci les Américains parce que partout ailleurs, le groupe Mondelez voit ses ventes chuter, notamment en Amérique du Sud où elles dégringolent. De manière générale, les pays développés ont davantage plébiscité les goûters sucrés que les autres pendant le confinement. À méditer, les encas sucrés limiteraient le stress selon les spécialistes. Merci beaucoup à Clarisse Coumeau qui a illustré mon propos ce matin. Tout de suite, direction la vallée du Bijou en Ardèche pour comprendre le business model du groupe Renaissance Luxury qui mise pleinement sur le Made in France. Comment se portent les startups dirigées par des femmes 4 mois après le début du confinement? Marie-Éloi, fondatrice de Bouge ta boîte, nous le dira. Et puis gros plan sur le marché de l'hygiène bio avec la fondatrice de My Oli. Mais tout de suite, les 4 chiffres qu'il faut retenir, c'est avec vous, Olivia Hieré-Daubray. Bonjour. Bonjour Capucine, bonjour à tous. Et on commence avec les actions de Shopify qui ont bondi de 7% en séance hier. La société canadienne d'e-commerce a également dépassé les estimations de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, soit une augmentation de 97% de ses revenus. En effet, coronavirus oblige, plusieurs commerces physiques ont utilisé cette plateforme en ligne pendant le confinement pour ralentir la propagation de la maladie. D'autre part, les actions Shopify que les investisseurs ont achetées en masse durant la pandémie ont doublé au cours des 6 derniers mois. On continue avec les iPhones, notamment certains iPhones qui font un carton en Chine. C'est bien ça, Olivia? Oui, Capucine. Apple a été le fabricant de smartphones à la croissance la plus rapide en Chine, plus 225% au deuxième trimestre. La firme résiste ainsi au déclin global de la deuxième économie mondiale. L'iPhone SE et la popularité de la série des iPhone 11 y sont pour beaucoup. Apple a également offert d'importantes réductions sur les iPhones lors d'un grand festival de shopping chinois en ligne en juin. L'iPhone SE de deuxième génération, moins cher, figurait également parmi les 3 meilleurs iPhones les plus vendus en Chine au deuxième trimestre. Et on poursuit avec l'annonce plutôt généreuse d'une milliardaire et ça se passe aux États-Unis. Racontez-nous. 1,7 milliard de dollars, c'est la somme que Mackenzie Scott, anciennement Mackenzie Bezos, a déclaré avoir donnée à des œuvres de charité. En juillet dernier, l'ex-femme de Jeff Bezos s'était engagée à reverser la moitié de sa fortune de son vivant. Et après son divorce de l'homme le plus riche du monde, Madame Scott a reçu un quart des actions Amazon, lui donnant une participation de 4%, ce qui valait plus de 35 milliards de dollars à l'époque. Sa valeur nette est actuellement estimée à environ 60 milliards de dollars, selon l'indice Bloomberg Billionnaire. Et on termine avec Netflix qui gagne une première manche face à HBO aux Emmy Awards. Ça se passe aux États-Unis également. Tout à fait, Capucine. Netflix a récolté 160 nominations au total cette année, toutes catégories confondues, suivies par HBO et ses 107 nominations, un nombre important qui témoigne de la taille impressionnante de son catalogue de contenu. Le 18 juin, Netflix avait 674 séries originales, bien plus que ses concurrents de streaming. Pour information, la 72e édition des Emmy Awards se déroulera le 20 septembre prochain. Merci beaucoup Olivia Hieré-Daubray. On vous retrouve évidemment demain matin. On enchaîne tout de suite avec Smart Leader, avec Éric Lefranc, le président de Renaissance Luxury Group. C'est tout de suite. Éric Lefranc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Renaissance Luxury Group depuis 2014. C'est un groupe que vous avez fondé. Un marché, les bijoux, la maroquinerie et les accessoires et une zone géographique de production, la France. Voilà comment on pourrait résumer votre activité. Alors Renaissance, vous allez nous l'expliquer, c'est aujourd'hui 3 marques, un chiffre d'affaires qui s'élève à peu près 60 millions d'euros. Finalement, vous démontrez que la reprise d'activité, on va en parler puisque vous revitalisez beaucoup d'entreprises et surtout la fabrication en France, elle peut être rentable?
Oui, tout à fait. Alors, moi, mon background, c'est vraiment la reprise et la revitalisation de société française avec idéalement de la fabrication en France. Et en fait, les deux entreprises que nous avons réussi à relancer étaient deux entreprises qui sont entreprises du patrimoine vivant. Donc l'une, Altesse, qui est le leader français de la fabrication de bijoux accessibles, argent et plaqué or, et aussi l'entreprise Texier. Voilà. Et lors de ces reprises, en fait, on a voulu mettre, je dirais, à l'honneur le Made in France, et pour ça, on a créé des marques. La première était la marque Les Georgettes, qui était un bijou fabriqué dans la vallée du bijou, mais qui aussi associe pour pouvoir personnaliser les cuirs que nous fabriquons chez Texier en Bretagne à Vitré. Donc la vallée du bijou, il y a d'autres industries, d'autres entreprises. Il n'y a pas que la vôtre, hein, c'est une vallée avec beaucoup de fabricants. Tout à fait. Qu'on comprenne bien en- la morphologie du lieu. En fait, cette vallée, elle a vu l'activité de bijoux arriver en 1850 et il y a eu une première société qui a été créée par Marius Legros qui s'appelait Altesse. Son frère Georges Legros a créé une autre entreprise qui s'appelait GL. Ces deux entreprises ont grandi pendant un siècle et il y a eu aussi plein de sous-traitants ou d'autres entreprises qui ont grandi autour de GL et d'Altesse. À un moment, ça comptait à peu près 1200 personnes. Alors, votre entreprise aujourd'hui, Renaissance parce que Renaissance, évidemment, elle s'appuie sur donc deux piliers, à la fois la croissance externe avec le rachat d'entreprises en difficulté et la croissance organique, puisque vous créez des marques. Intéressons d'abord à la revitalisation. Comment est-ce que ça se passe ? Vous observez une marque qui ne fonctionne pas très bien et vous la rachetez, c'est ça ? Quelles sont les difficultés que vous devez surmonter ? Alors en fait, nous, on s'intéresse en fait à des marques qui ont un savoir-faire en France, donc l'entreprise du patrimoine vivant, qui ont un challenge de repositionnement de la marque. Par exemple, chez Altesse, en fait, la société était restée sur du bijou générique. Et à partir de ce moment-là, donc du no-name, mais ce n'était pas valorisé. Et donc elle s'est vue menacée par toute l'arrivée de bijoux en provenance d'Asie. Et donc nous, en fait, on a contourné le problème en mettant en œuvre un bijou qui était totalement innovant. On a déposé des brevets avec les Georgettes et où on met en évidence aussi ce Made in France, cette fabrication française. Alors le Made in France, et c'est quoi un bijou innovant ? Un bijou innovant, dans le cas des Georgettes, c'est un bijou où on a le bijou qui vient se couvrir d'une manchette, d'un cuir. Et c'est le cuir qui permet aussi de donner la couleur au bijou. Et donc de personnaliser à outrance. Et le système d'accroche de ce cuir sur les bijoux, tout ça a été breveté. On a 8 brevets sur le concept des Georgettes. En fait. Les écueils en matière de revitalisation d'entreprise, il y en a beaucoup, j'imagine. Les salariés à reprendre, peut-être, qui n'ont pas forcément la culture d'entreprise. Il y a chaque entreprise un challenge. Bon, alors déjà, il faut réussir de manière générale, il faut réussir à construire sur les forces de cette entreprise et puis aussi à redonner l'espoir aux salariés. Dans le cas d'Altesse, la grosse difficulté a été de reconstruire cette activité et de réussir à revaloriser ce Made in France. Et donc, on l'a fait par la création de marques. Pour pouvoir mettre en évidence, on l'a fait aussi par une belle industrialisation. On est capable aujourd'hui de produire en France à des coûts qui sont tout à fait compétitifs par rapport à d'autres producteurs étrangers. Dans d'autres industries, on trouve d'autres voies. Par exemple, sur Texier, on a développé l'activité de sous-traitance pour le luxe. Et on est devenu maintenant un acteur de cette activité. On va en parler. Je reviens sur l'autre pilier, la croissance organique. Donc vous créez des marques de toutes pièces. Quelles sont-elles ? Et comment est-ce qu'on crée une marque aujourd'hui, en 2020 ? Alors, on a créé au sein d'Altesse deux marques, les Georgettes, que nous avons créé sur ce concept qui a été créé par une qui était styliste, qui est devenue directrice artistique, qui s'appelle Céline Guillermet. Donc un concept de bijoux qui était totalement personnalisable. On a bien breveté tout ça et on a réussi à vraiment lancer un concept marketing totalement, je dirais, complet avec les présentations, les présentoirs, le packaging. Et on a lancé ça en France et on a eu un succès assez rapide. La force de frappe du groupe, c'était qu'on avait en fait à peu près un réseau de distribution très fort avec 1000 bijoutiers, une présence dans tous les galeries à fêtes et printemps, du coup, et maintenant des boutiques. Éric Lefranc, comment il se porte le marché du bijou au niveau mondial ? Est-ce qu'il monte en gamme ? Est-ce qu'il est en croissance ? Alors, nous, on est dans le bijou accessible, bijou plutôt mode, et c'est un marché qui est plutôt en croissance. Des croissances raisonnables, mais c'est un marché qui est en croissance, de l'ordre, alors ça dépend des pays, mais on est sur une croissance qui est de 3 à 5% en moyenne. Alors, en ce moment, avec le Covid, bien entendu, c'est un petit peu différent, puisque ce n'est pas forcément un bien de première nécessité, et donc on a quand même été impacté d'une manière assez significative sur les derniers mois. Alors justement, comment est-ce que vous avez traversé la crise ? Est-ce que les ventes se sont
sont... parce que vous vendez à la fois en boutique et en digital, c'est ça? Tout à fait. Alors, quand même à 90%, pour être sincère avec vous, en physique, hein, puisqu'en France, on est quand même, on a une activité internationale où il y a des pays où l'e-commerce est plus développé, mais notre gros de l'activité est en France. Et en France, aujourd'hui, la majorité des bijoux sont achetés quand même dans des points de vente physiques. Et donc, bien entendu, avec le confinement, nos points de vente se sont fermés, nos points de vente propres, nos points de vente en bijouterie pendant 2 mois. Et depuis, on a une reprise qui est quand même assez timide. Puisque c'est pas un bien de première nécessité. Donc, il a fallu s'adapter à tout ça. Donc, ça a été, bien entendu, d'arrêter l'entreprise et de recourir au chômage partiel. Après, on a, je dirais, de manière générale, essayé de relancer la consommation autant que possible. Et on a mis le paquet sur l'e-commerce, bien entendu. Donc, pour ça, on est passé sur une nouvelle plateforme avec Salesforce. Et on a complètement revu notre site e-commerce de manière à pouvoir je dirais, augmenter cette part de l'activité. Et éventuellement faire face à une deuxième vague. On espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Pour être sincère avec vous, nous, on est prêt pour le pire dans l'entreprise, donc on se prépare au pire. Qu'est-ce que ça veut dire être... Alors, comment est-ce qu'on est prêt pour le pire? Pour moi, le pire serait que le virus va rester et à partir de là, va maintenir une psychose. Et nous, on est quand même très dépendant de Noël, puisque ça représente à peu près 4 mois de notre activité sur juste le mois de décembre. Vous avez quand même des pics de on vente a des pics. tout au long de l'année. Quels sont-ils? Le plus important, c'est Noël. C'est Noël, évidemment. Bien entendu. Le deuxième, c'est la fête des mères. Qui représente quand même une partie assez significative. Alors nous, sur la collection des Georgettes, on vend pas mal aussi en été puisque c'est un bijou très coloré. Mais sinon, il y a un petit peu d'activité aussi au moment de la Saint-Valentin, bien entendu. Voilà. Mais Noël est vraiment une période cruciale. Et donc, le risque, ça serait un Donc retour. là, vous avez perdu la fête des mères. La fête des mères était compliquée. Elle était le 7 juin cette année, donc avec une réouverture le 11 mai, on a sauvé les meubles. Mais par contre, c'est sûr que s'il devait y avoir une repoussée du virus, une remontée du virus sur la période octobre-novembre avec le retour de la pluie, ça pourrait ramener... Donc là, vous disiez vous êtes préparé au pire, c'est-à-dire comment est-ce que vous êtes prêt alors? Nous, on se prépare, on va essayer d'organiser l'entreprise pour pouvoir fonctionner avec une perte d'activité significative. Voilà. Et donc comment est-ce qu'on organise l'entreprise dans ce sens-là? Ça veut dire que vous allez licencier? Ça veut dire qu'on a déjà adapté la structure de coûts effectifs, mais principalement... Donc il y a eu des licenciements? On a déjà réduit les proportions qui restent relativement faibles. 10%? Oui, un peu moins même, à ce jour. Mais c'était nécessaire. On a bloqué tous les embauches. Bien entendu, on a de manière générale limité toutes les embauches temporaires ou même arrêtées. En termes de communication, vous avez coupé les budgets éventuellement? Pendant la période du Covid, mais là on est en train de relancer la communication. On a poussé sur le digital quand même, sur l'influence, etc. Donc on a quand même poussé un certain nombre de choses, mais on a coupé un certain nombre de budgets puisqu'il n'y avait plus d'activité physique dans les magasins. Et on a par contre, là on va relancer un ensemble d'activités de communication pour Noël. D'accord. Voilà. Effectivement, après aussi, on a utilisé le chômage, l'activité partielle, puisqu'on a mis pendant un moment, pendant le mois d'avril, on avait 92% de nos effectifs qui étaient arrêtés. Vous avez employé le mot psychose. Il y a une vraie inquiétude, effectivement, des Français et même également à l'étranger. Comment est-ce que vous pouvez vous adapter à cette inquiétude? Est-ce que c'est travailler des nouvelles gammes, peut-être un peu moins haut de gamme? Baisser en gamme avec des lignes qui soient peut-être plus fantaisistes, plus faciles d'accès? En fait, pour être sincère avec vous, je pense pas. Je pense que cette psychose, c'est avant tout la situation sanitaire. Et je pense pour que cette psychose parte, il faut qu'on réussisse à avoir une situation sanitaire, à passer la crise sanitaire. D'accord. Et pour moi, parce que nous on est un bien qui est... Enfin, c'est un achat léger. C'est un achat impulsif, c'est un bijou accessible. C'est du Made in France, mais c'est du Made in France à 80 €. Donc c'est un bijou, c'est un achat impulsif. Il faut donc que la femme, ou l'homme d'ailleurs, ait envie d'aller se balader, d'aller faire du shopping. Et donc ça demande une certaine légèreté. Et bien entendu, aujourd'hui, on a une partie de la clientèle qui forcément n'est plus dans les points de vente et n'a plus forcément la tête à ce type d'achat, ce qui est logique. Comment, Éric Lefranc, comment est-ce que vous dessinez le futur? Comment est-ce que vous intégrez une part de modernité, de technologie dans vos bijoux? Alors nous, en fait, une grosse partie c'est quand même tous ces brevets que nous avons mis en œuvre pour vraiment nous différencier. Bien sûr. On a Donc, un exemple.
On dépose les systèmes d'accroche de D'accord. l'ensemble de... Parce qu'en fait, nous, par exemple, sur la collection Les Georgettes, vraiment la spécificité, c'est de pouvoir, je dirais, personnaliser le bijou et d'en faire qu'il est unique à soi. Et donc, on trouve des petites astuces et des solutions qui permettent je dirais, à chaque femme de changer très simplement et D'accord. d'adapter les choses. Alors, une autre chose où on innove, c'est sur, par exemple, on est en train de mettre en place une technologie très spécifique qui va nous permettre d'améliorer la qualité et la tenue du plaquage des bijoux. Et ça, c'est des technologies qui seront uniques, qu'on est en train de déployer. On a investi 1,5 million sur ce type de sujet. On l'a dit, vous fabriquez en France. Est-ce que dans cette période un peu spéciale, inédite, la concurrence asiatique, elle devient de plus en plus lourde, de plus en plus forte pour vous? Est-ce qu'elle est de plus en plus sournoise, je dirais? Et la concurrence aussi des bijoux fantaisie, justement fabriqués à l'étranger, qui sont du coup un petit peu moins chers que les vôtres? Comment est-ce que vous vivez cette concurrence? Nous, aujourd'hui, sur le long terme, sur le court terme, le Covid va plutôt être un challenge, une épreuve, on va dire ça comme ça, mais pour tout le monde, je pense. Sur Donc le long là, il y a terme, une concurrence asiatique, clairement. oui, mais en fait, d'un certain côté, les fabricants asiatiques ont été perturbés aussi. Donc, ça a pu perturber les importateurs. Voilà. Donc, ça n'a pas forcément été la problématique. Moi, je pense que sur le long terme, aujourd'hui, je vois quand même un mouvement général des Français sur le retour de la valorisation du Made in France. Et je pense que sur le long terme, c'est quand même pour nous un bon point. Voilà. Nous, aujourd'hui, en fait, c'est un point important pour la vente des produits Les Georgettes. Les gens savent que c'est fabriqué en Ardèche et aussi donc en Bretagne à Vitré, et c'est un point important. Et je pense que ça va devenir de plus en plus important. Encore faut-il communiquer là-dessus. Les petites marques qui se lancent, elles sont très puissantes sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous n'avez pas une carte à jouer là-dessus? Nous, je pense qu'on est plutôt actifs. Alors, on n'est pas forcément des digital natifs, si je peux dire, tels que d'autres, mais on est quand même très actifs. On a une communauté sur Instagram et Facebook de plus d'1,5 million de personnes. Et on a une équipe qui travaille principalement sur l'influence, sur les réseaux sociaux. Donc, on est actifs sur ce sujet. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, Éric Lefranc, la sous-traitance pour des grands acteurs du luxe. Qu'est-ce que ça représente comme part de votre chiffre d'affaires? Est-ce que ça augmente? Et est-ce que vous vous positionnez aussi sur des plus petites marques, justement un peu plus fantaisie? C'est une activité qui était en croissance très très forte avant le Covid, surtout sur la partie maroquinerie, sur nos ateliers de maroquinerie, où on avait des projets de croissance significatifs parce que beaucoup de demandes de la part des grandes marques de luxe français. Bon, là, c'est un petit peu en pause, pour être sincère avec vous, bien entendu. Un petit peu, ça veut dire que tout s'est écroulé? C'est en pause. Plus de commandes. On reste sur des activités, mais qui étaient très loin bien entendu, des prévisions de croissance. C'est quoi, ça a été divisé par 2 de la part des grands groupes? Non, quand même pas, mais on est sur des baisses, on est sur des... En fait, de manière générale, on maintient un niveau d'activité à peu près constant par rapport à l'année dernière, alors qu'ils avaient des prévisions de croissance qui étaient pour nous très significatifs. Bon, après, c'est tout à fait compréhensible, puisque ils ont été impactés sur tout leur marché. Dernière question, Éric Lefranc, vous êtes l'homme de la revitalisation des entreprises. On l'a compris, vous aimez reprendre des entreprises en difficulté. Est-ce que vous pourriez vous diversifier et aller au-delà du bijou et reprendre d'autres entreprises qui vont mal, mais dans des secteurs complètement différents? Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait pas mal d'industriels avant. Donc là, on a repris des entreprises qui étaient dans l'accessoire, bijoux, maroquinerie. C'est vrai que nous, la passion qui m'anime et qui anime nos équipes, c'est d'être capable de reprendre une belle endormie, si je peux dire, une société qui a un vrai savoir-faire, qui a vraiment quelque chose. On aime bien les sociétés qui ont des savoir-faire artisanaux ou ancestraux ou technologiques. C'est pour ça que les entreprises du patrimoine français sont des entreprises qui nous attraient. Et donc, on aime bien en fait réussir à défendre cet emploi industriel en France, et de le maintenir, trouver des voies pour pouvoir au moins le maintenir et si possible essayer de le relancer. Et j'aurais tendance à dire, on sera ouvert et on souhaite pouvoir... Bon, là, on est en train de sécuriser nos activités par rapport à la crise que nous affrontons. En même temps, c'est peut-être le moment de racheter des entreprises qui vont mais encore plus mal. On se prépare à être actif l'année prochaine. Donc vous avez regardé des dossiers déjà? À la date d'aujourd'hui, on se polarise sur la sécurisation de nos activités, parce qu'on est quand même dans des activités qui sont impactées par le Covid. On n'est pas sur des biens de première nécessité dans l'agroalimentaire où certaines sociétés ont pu profiter ou avoir des... Donc nous, on a quand même un impact qui est pour l'instant de l'ordre de moins 20, moins 5, moins 30%. C'est quand même significatif en termes de trafic et de vente. Donc on sécurise ça. Et par contre, très, très clairement, on souhaite l'année prochaine mettre un nouveau dispositif d'investissement
et pour se polariser, pour la reprise et puis relancer certaines sociétés françaises, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de besoins. Mais vous n'avez pas répondu à mes questions, ça peut être autre chose que du bijou. Ça peut être tout à fait autre chose. C'est-à-dire des entreprises industrielles. Dernièrement, du textile, on avait vélo. regardé, par exemple, l'entreprise Mavic, c'est une entreprise sur laquelle on avait jeté un œil. On n'a pas fait d'offre parce qu'on préférait. Donc dans le domaine du vélo. On préférait. Oui, dans le domaine du vélo. Oui, ça peut être d'autres domaines. Il y a plein de belles entreprises françaises, mais c'est vrai qu'on restera actif sur les accessoires et on va s'ouvrir. Voilà, notre volonté, ça serait de pouvoir participer, je dirais, il va y avoir un gros besoin. On est connu au niveau du ministère. Bien sûr, vous avez une légitimité aujourd'hui. Pouvoir soutenir des entreprises et reprendre des sociétés françaises qui vont se retrouver en difficulté. Merci beaucoup Éric Lefranc. Je rappelle que vous êtes le président de Renaissance Luxury Group. Merci d'être venu sur ce plateau. Tout de suite, Smart View. Smart Tomorrow tout de suite avec Marie-Éloi, fondatrice de Bouge ta boîte. Bonjour Marie. Bonjour Capucine. Et bienvenue sur ce plateau. On est également avec Fiona Picot, qui est la cofondatrice de My Holly, une start-up d'hygiène intime, féminine et bio. Bonjour et bienvenue Fiona. Vous restez avec nous. On commence avec Marie qui va nous faire sa petite chronique. Marie, vous nous parlez en avant-première d'une étude sur l'état des lieux des TPE portée par les femmes. Alors pendant le confinement, vous aviez déjà réalisé une étude. 3 mois après, qu'en est-il concrètement ? Alors justement, l'étude sort aujourd'hui, primeur pour Bismart. Le risque reste très important aujourd'hui pour les dirigeantes d'entreprises de TPE. En avril, ils étaient 54% à estimer que leur entreprise était en risque fort ou critique. Elles sont aujourd'hui, et 3 mois plus tard, en juillet, 47% à estimer que leur entreprise est en danger sous 6 mois et même 15% en danger d'ici fin septembre, danger de fermeture. Donc la situation n'est pas très réjouissante. De faillite, voilà, c'est ça. Pourquoi, selon elle, est-ce si difficile à faire redémarrer leur activité ? Alors bien sûr, c'est tout ce qui est annulation de contrat, perte de clients, le marché qui est très mou à redémarrer. Et puis, il y a eu toutes les problématiques de garde d'enfants, peu ou pas d'école, peu ou pas de crèche, et ça a concerné 40% d'entre elles. Qui ont clairement impacté leur chiffre Qui ont impacté, et pourtant les mesures gouvernementales ont été plébiscitées. Elles sont les 3/4 à avoir utilisé tout ce qui est report d'échéance, la moitié à utiliser le fonds de solidarité, et puis seulement 20% à utiliser tout ce qui est prêt garanti par l'État. Ça, c'est ce qu'elles ont mis en place ? C'est ce qu'elles ont mis en place, et puis elles ont été très actives elles-mêmes, parce que la moitié a suivi des formations depuis le confinement, la moitié aussi a amélioré sa présence sur les réseaux sociaux, un tiers a refait son site internet, et un tiers a même lancé des nouveaux produits. Et on a fait aussi un focus sur la digitalisation des entreprises, des TPE. Elles sont 40% à avoir amélioré leur digitalisation. Malgré tout, il y a une marge de progression qui est très très forte, parce que dans tous les domaines, que ce soit commercial, marketing, communication et e-commerce, n'en parlons pas, elles sont plus de la moitié à estimer avoir un niveau faible en digitalisation. Donc de quoi est-ce qu'elles ont besoin ? Alors, 2 choses qui ressortent vraiment de l'étude, qui a été menée auprès de plusieurs centaines de dirigeantes. La première, c'est le besoin d'être visible, de se faire connaître, se faire reconnaître, à la fois sur les réseaux sociaux et dans les réseaux physiques. Ça, c'est vraiment très fort. On a fait un focus aussi sur les réseaux physiques, forcément. Et là, ce qui ressort, c'est que celles qui ont été dans un réseau, et c'est une minorité des répondantes, s'en sont mieux sorties en termes de chiffre d'affaires, mieux sorties en termes de trésorerie, parce qu'elles sont accompagnées tout simplement. 85% d'entre elles estiment d'ailleurs que ça a été un très grand soutien depuis la crise. Et deuxième chose, c'est la digitalisation. Il faut absolument, là on a vu qu'il y a eu un amorçage, il faut absolument accompagner, accélérer cette digitalisation. Et on voit qu'on a un très peu de laps de temps, 6 mois. Donc il va falloir les accompagner en ce sens. Elles ont de très grandes ambitions. Donc la relance, elle devra être digitale et collective. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Merci beaucoup, Marie, fondatrice de Bouge ta boîte, pour cette étude en avant-première. Fiona Picot, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que les 2 points importants dont vient de parler Marie, c'est ce qui vous manque aujourd'hui, ou il y a d'autres choses ? On va rentrer dans le détail de votre business. Alors nous, on se retrouve évidemment parce qu'effectivement, on est une jeune entreprise. On n'est encore que 2 avec mon associé. Donc juste au moment du confinement, on devait rentrer chez Monoprix,
Et donc, effectivement, du coup, la logistique a été stoppée parce que, effectivement, quand on a des opérations dans la vraie vie, c'est pas comme un site internet. Donc, le digital, effectivement, c'est génial. Et nous, on s'est servi du digital pour faire tremplin. Mais en effet, on aurait adoré, au moment où les gens faisaient toutes leurs courses dans les quelques enseignes dans la vraie vie, que nos produits soient chez Monoprix. En revanche, voilà, on a la chance d'avoir un produit qui n'est pas saisonnier. Même pendant le confinement, les femmes continuent d'avoir leurs règles. Bien sûr. Donc, effectivement, les commandes ne se sont pas tant ralenties que ça. Après, effectivement, en termes de logistique, il faut être capable de livrer. Et on sait que dans les entrepôts, souvent, moi, je salue d'ailleurs cette décision des patrons qui ont protégé aussi leurs employés, parce qu'effectivement, c'est souvent les petites mains qui trinquent un petit peu dans ces milieux-là, où effectivement, tout le monde est chez soi. Et pour que les cadres puissent se faire livrer des trucs réconfortants pendant le confinement, et il y avait quand même des gens qui se levaient tous les matins pour que la France continue à tourner. Donc, effectivement, nous, on n'en a pas souffert. En revanche, la trésorerie, en effet, est aussi déterminante, parce que le digital, c'est bien, mais pour se faire connaître, il y a des besoins d'acquisition aussi. Et donc, voilà, c'est un petit peu, je pense, une combinaison du physique et de l'acquisition en digital, avec des moyens, parce que finalement la trésorerie est aussi mise à mal pendant ces moments-là. Votre chance, Fiona Picot, c'est qu'avec Maioli, quand même, vous avez une marque qui évolue sur un marché en croissance et aux enjeux extrêmement puissants et d'actualité. Alors en effet, donc peut-être vraiment le produit en boom en ce moment, c'est la culotte menstruelle. Nous, on a fait le choix qu'elle soit produite en France. Donc, encore une fois, moi, je salue 1000 fois nos partenaires à Lille, que je cite, Le Maillot, qui ont choisi de fabriquer des masques pendant cette période. Mais forcément, nous, on devait lancer une nouvelle collection d'été qui a pris du retard. Donc, voilà, c'est aussi finalement des pertes dans le chiffre d'affaires, mais qui sont reportées parce que la demande est telle pour ce produit qui est révolutionnaire pour le confort des femmes et d'un point de vue environnemental que nous, on mise beaucoup là-dessus. Quel est le poids du marché de l'hygiène intime aujourd'hui? Vous avez une idée du... Alors, c'est à peu près un marché qui est évidemment en croissance. Il représente à peu près 50 milliards dans le monde. Donc en France, c'est à peu près 500 millions. Il faut savoir qu'il y a 15 millions de femmes qui sont réglées en France. Donc si on pense que d'ici quelques années, toutes les femmes, moi je le pense, auront au moins une culotte menstruelle dans leur garde-robe, on imagine le potentiel du marché qui a à peine 2 ans. Donc c'est vrai que c'est assez révolutionnaire. On l'a dit, un marché puissant, des marques, il y en a beaucoup, de plus en plus, donc la concurrence est de plus en plus forte. Il y a des dizaines d'acteurs qui sont positionnés sur ce marché. Natracare, Saforel, on en parlait juste avant, une autre, vous disiez, une... Clarifarm, Marguerite et compagnie. Comment faire Gilo, sa il y en a place? vraiment beaucoup. Alors effectivement, le marché explose, mais comment faire sa place? Comment se faire connaître? Comment grignoter des parts de marché aux autres, Fiona Picot? Alors en effet, c'est un marché qui est très concurrentiel. Nous, on s'est lancé il y a 3 ans. Il y avait encore très peu de marques digitales. À l'époque, nos concurrents, c'était Procter & Gamble, Johnson & Johnson, qui avaient effectivement des marques historiques, mais dans lesquelles il y avait, entre guillemets, que des produits chimiques toxiques. Donc, on est déjà arrivé avec un produit qui était clean et une expérience qui était digitale. Donc, sur cette base-là, on a construit une communauté très forte sur Instagram, notamment. Et en effet, les alternatives réutilisables, c'était déjà le boom de la cup, donc pas encore des culottes. Alors, nous, on essaye de mettre en avant, en tout cas, des convictions fortes, notamment pour le Made in France, quand c'est possible. Donc, c'est les choix qu'on a fait pour les coupes menstruelles et les culottes menstruelles. C'était pas possible, malheureusement, sur les tampons et les serviettes en coton. Alors, c'est ça, parce que vous, quand même, vous fabriquez à Barcelone au tampon bio, c'est pas très éthique à l'heure du Made in France. Alors, moi, je l'assume entièrement, dans le sens... Pourquoi? Parce que déjà, ça n'existe pas en France. Et par ailleurs, je suis un petit peu contre ce Made in France washing, dans le sens où nous, ce qui permet de déterminer le choix de notre partenaire, c'est le standard de qualité. Et je considère qu'en fait, c'est un des meilleurs, voire le meilleur fabricant de protection en coton bio dans le monde. Et on a la chance qu'il soit en Europe, dans un pays frontalier avec la France. Donc, on ne va pas s'en priver. Donc, voilà, on fait le choix de la France à qualité égale. Mais comme ce n'était pas possible sur ces produits-là, et bien, évidemment, on a choisi les meilleurs et on l'assume complètement. Et est-ce que vous ciblez particulièrement les adolescentes? Je pense notamment aux culottes menstruelles qui sont idéales quand on démarre, quand on a ses premières règles. Je me mets à la place d'une maman, en effet. Alors, on n'a pas encore de taille adaptée aux toutes jeunes filles, parce qu'il faut aussi noter que malheureusement, avec les perturbateurs endocriniens, les jeunes filles ont leurs règles de plus en plus tôt. Oui. Maintenant, il y a des mamans qui nous disent ma fille, elle a 9-10 ans, c'est encore une petite fille, elle met du 8 ans en culotte et je ne trouve rien pour elle. Donc, on est en train de le développer. Simplement, on en revient toujours au même problème de la trésorerie, en fait, pour développer...
plusieurs modèles, plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Finalement, il faut avoir les reins solides. Et donc, du coup, voilà, c'est en marchant qu'on arrive à compléter la gamme. Donc, ça va venir. Et en effet, on pense à ces jeunes filles pour qui c'est idéal. Où est-ce que vous vendez aujourd'hui? Quels sont les circuits de distribution? Est-ce que c'est le digital? Est-ce que ça a été le digital pendant la crise? On a parlé de Monoprix tout à l'heure. Vous êtes également à la grande épicerie à Paris. Le physique, qu'est-ce que ça représente dans votre chiffre d'affaires? Le physique, pour l'instant, ça représente encore 100% parce que du coup, comme le lancement chez Monoprix a été décalé, là, il va arriver dans le mois qui arrive. Donc, pour l'instant, c'est encore 100%. On espère que ça va prendre une part quand même importante parce que moi, je trouve que c'est important aussi que les consommateurs soient confrontés à notre produit physiquement, en fait, et surtout sur un panier moyen assez bas, sur une boîte de tampons à 5-6 euros. Finalement, on a plutôt envie de la mettre dans son panier de courses que payer autant de frais de port pour la commander en ligne. Après, c'est très différent avec les culottes parce que finalement, le panier moyen sur 2, 3, 4, 5 culottes, il va augmenter. On fait donc le pari du physique en plus du digital. Et on fait un troisième pari aujourd'hui qui est celui du B2B. Beaucoup d'entreprises nous contactent. C'est ça. Et on en vient là où je voulais arriver. Les entreprises, et vous installez des distributeurs au sein même des entreprises. Alors, pour l'instant, on propose des coffrets. Donc, c'est des coffrets, des jolis coffrets, en fait, assez discrets, dans lesquels il y a une sélection de produits donc, en coton bio. Voilà, les entreprises offrent ça, en fait, à leurs salariés, comme, en fait, on peut trouver tout naturellement du papier toilette dans son entreprise. On n'arrive pas le matin, chacun avec son rouleau. Donc, voilà, on considère que en fait, c'est normal. Et en fait, ils sont très avancés aux États-Unis là-dessus. En France, ça commence tout juste. On reçoit beaucoup de demandes entrantes. Donc, pour l'instant, il y a un formulaire. Donc, ce sont des entreprises qui viennent vous voir pour que vous puissiez leur vendre vos produits. Pour l'instant, effectivement, c'est vous qui faites le réassort dans les entreprises? Non, nous, en fait, on est en train de développer d'ailleurs, pour l'instant, c'est géré en pilote chez Le Bon Coin, qui nous a fait confiance pour tester justement un petit peu toute la logistique et qu'on voit les points de friction. Et donc là, on est en train de développer une plateforme dédiée à travers laquelle les office managers pourront finalement commander leurs coffrets et leurs recharges entreprises, donc avec des volumes plutôt adaptés, plus adaptés que du coup en consommateurs aux entreprises. Et donc voilà, ils feront leurs courses c'est comme un site e-commerce dédié aux entreprises. Et elles reçoivent ça du coup à l'entreprise directement. Et le second volet du dispositif, on travaille actuellement sur un distributeur. C'est un projet qui est encore un petit peu confidentiel, donc je ne peux pas en dire plus, mais on espère tester d'ici la fin de l'année dans une grande entreprise. Et en effet, ça sera vraiment destiné aux plus grandes entreprises qui ont des salariés, plusieurs dizaines de milliers de salariés partout dans le monde. Donc ça veut dire que c'est un vrai relais de croissance, le B2B pour vous? Pour nous, au-delà du relais de croissance, c'est la récurrence. C'est ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on sait que nos tampons sont distribués dans X entreprises en France et dans le monde, et qu'au 1er janvier, ça nous permet aussi de s'organiser et d'avoir des économies d'échelle sur des volumes qui sont beaucoup plus importants. Donc, en effet, et en termes d'acquisition, c'est aussi extraordinaire parce qu'on nous paye pour que les employés, découvrent nos produits. Ça pourrait représenter quelle part de votre chiffre d'affaires d'ici 2-3 ans? On espère que ça arrive à au moins un tiers. Un tiers. Ok. Marie? Quand vous parlez du marché des entreprises, est-ce que vous pensez également aux hôtels et par exemple aux écoles où il n'y a rien du tout aujourd'hui, alors, à part l'infirmerie? Les écoles, effectivement, moi je suis sidérée que ça ne soit pas encore le cas. Moi, on se bat pour que ce soit le nouveau normal, sauf que c'est un volet qui est plus public, donc effectivement, il y a des enjeux de lobbying. Et effectivement, Marlène Schiappa avait annoncé des expérimentations dans les prisons et dans les écoles. En revanche, la question qu'on peut se poser, c'est un petit peu l'enjeu de la transparence et du partage de la valeur, parce que comment vont être sélectionnées là où les marques qui vont être partenaires? Est-ce que finalement c'est encore les acteurs historiques qui ont quand même une position écrasante sur le marché, qui vont faire jouer leur force de lobbying pour remporter ces contrats? Est-ce que finalement il va y avoir une sélection un petit peu plus démocratique? Comment on va partager la valeur? Et donc il y a une vraie question là-dessus, parce qu'on en parle beaucoup dans la presse, mais typiquement nous, en tant que potentielle marque partenaire, on n'a jamais été sollicité par le gouvernement ou par des cabinets qui seraient en charge de ces projets-là. Donc moi, je m'interroge juste là-dessus, mais sinon, c'est effectivement extraordinaire pour les jeunes filles d'un point de vue inclusivité et équité des chances très jeunes. Fiona Picot, vous parlez d'acteurs historiques. Justement, comment réagissent-ils à cette offensive du bio et des jeunes marques comme vous qui arrivent de façon ultra massive sur ce marché? Ils se positionnent évidemment. Nous, on les voit dans les rayons des supermarchés. Là, je suis un petit peu sceptique, c'est qu'on voit bien que c'est de l'opportunisme, parce qu'ils n'ont jamais voulu révéler la composition de leurs produits depuis
plus de 50 ans. Et maintenant que des marques arrivent, ils disent « Ah, mais le bio, c'est génial ». Donc, est-ce qu'ils le font par conviction? J'en doute un peu. Je pense que c'est plus de l'opportunisme, effectivement, face à l'arrivée de nouveaux acteurs. Et là où je suis d'autant plus sceptique, c'est que souvent, quand on lit un petit peu entre les lignes ou après les petites astérix, on se rend compte que finalement, ils ont juste changé le voile en coton bio qui est en contact avec la peau, mais le reste est resté, on ne sait pas trop quoi. Donc, effectivement, c'est légitime. Après, ils ont effectivement des forces de frappe, marketing et de production qui ne sont pas forcément les nôtres. Moi, je trouve que si ça démocratise le produit, alors tant mieux. En revanche, je suis un petit peu plus sceptique sur l'intention de base qui est plus opportuniste peut-être que les jeunes marques comme la nôtre. Encore deux questions, Fiona Picot. Au-delà du bio, il y a tout un aspect développement durable quand même pour vos produits. Vous y pensez, j'imagine. C'est quoi la solution? Parce que là-dessus, votre empreinte carbone, elle n'est pas terrible. Alors, on essaye d'accompagner déjà les femmes vers des solutions qui sont lavables et réutilisables. Après, c'est très difficile à mesurer en termes d'impact parce que, comment dire, une femme qui a acheté une culotte, avant, elle achetait des tampons. Donc, du coup, ça permet d'économiser, de jeter X tampons. C'est très difficile à mesurer. Donc, on a un vrai enjeu de mesure de l'impact qu'on a. Après, on essaye effectivement d'avoir des packagings qui sont plus durables. Recyclables. Après, on ne va pas non plus s'enorgueillir de faire des choses qui sont mieux. Ce qu'on jette, on jette. Donc, en fait, même quand c'est recyclable, malheureusement, effectivement, ce qu'on jette, on jette. Donc, ça, il faut en avoir conscience. Après, on considère que c'est un sujet qui est suffisamment contraignant pour les femmes, une fois par mois. Et on ne veut vraiment pas se positionner comme une marque qui juge en disant maintenant qu'il y a les culottes qui existent, c'est pas normal qu'il y ait encore des femmes qui jettent des protections. C'est un sujet qui est très personnel, très intime. Et on veut vraiment laisser le choix aux femmes. On se dit déjà, nos protections sont saines. On essaye de vous accompagner vers ce qui est plus durable. On fait énormément d'efforts sur les packaging. On n'est pas parfait, mais effectivement, on est une jeune marque et c'est aussi en marchant et en grossissant en fait qu'on va avoir peut-être aussi plus de moyens et de pouvoir peut-être en R&D d'aller chercher des innovations là-dessus. Dernière question rapidement, la gratuité, les lobbies dans ce sens. On a vu que c'était déjà le cas dans des pays du Nord. Quelle est votre position, votre lecture sur ce sujet? Comme je le disais tout à l'heure, je pense que d'un point de vue sociétal, c'est extraordinaire, en tout cas, ce qui est en train de se passer, parce qu'au moins, on en parle. Au moins, les tabous sont en train de tomber, enfin. Les hommes sont en train de se rendre compte qu'effectivement, les femmes vivent une autre vie pendant une semaine par mois, pendant près de 40 ans de leur vie. Donc déjà, que le sujet soit, en tout cas, dans la sphère publique, moi, je trouve ça extraordinaire. Après, effectivement, on peut voir la concurrence comme quelque chose de compliqué. Après, moi, je pense que ça fait aussi avancer finalement le sujet dans le bon sens et on pousse tous dans un même sens. Donc après, c'est quelles sont les marques qui vont perdurer, quelles sont celles qui ne vont pas y arriver. Encore une fois, la crise Il y aura un mouvement de complique les choses, évidemment. mais en tout cas, sociétalement, c'est une avancée extraordinaire, en tout cas pour les jeunes filles de la génération suivante. Merci beaucoup Fiona Picot, Merci. cofondatrice de Maioli, Marie-Éloi, fondatrice de Bouge ta boîte. Merci beaucoup à toutes les deux. Capucine. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. On va parler RH et start-up au service des RH avec Gaspard Schmidt, cofondateur de Side. Bonjour et bienvenue. Guéric Faure, cofondateur d'un groupe qui vient de naître, qui s'appelle Hublot. Vous allez nous raconter tout ça. Mais d'abord, Smart Fresh avec vous, Jean-Jacques Manceau, rédacteur en chef du magazine Forbes. Vous nous parlez d'une boisson qui semble être une alternative au vin, à la bière et au spritz, qui a cartonné aux États-Unis l'été dernier et qui est en train d'arriver en France, c'est ça? Moi, je ne vous parle pas d'une boisson, là, je vous parle du tube de l'été. L'année dernière, depuis quelques années, le tube de l'été, c'était le spritz. Tout le monde buvait du spritz en terrasse. Là, je peux vous dire que le nouvel apéro branché, alors ça, c'est pas lié au Covid, mais c'est le Hard Spritzer. Le Hard Spritzer, c'est quoi? Alors, je ne sais même pas le dire, c'est le Hard Seltzer, c'est-à-dire, en fait, c'est de l'eau gazeuse aromatisée et alcoolisée. Vous allez me dire, ça existe déjà, il suffit de prendre de l'alcool et de mettre un seltz dedans, enfin une eau gazeuse. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'aux États-Unis, ça a été packagé avec des arômes très particuliers, avec des taux d'alcool qui sont assez faibles, 4-5 degrés, mais ça cartonne. Le marché américain, c'est 550 millions de dollars et selon UBS, on prévoit un marché de 2,5 milliards en 2021. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tous les grands industriels américains comme Miller Score se sont mis sur ce secteur-là, mais en France, ce sont des petites entreprises, des start-upers qui veulent faire du Made in France et qui veulent profiter de l'engouement qu'il y a sur cette nouvelle boisson, qui révolutionne pas grand-chose, mais qui est une nouvelle façon de packager finalement un produit. Elles fabriquent les start-up françaises. Elles fabriquent en France. Elles utilisent le savoir-faire. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Féfé. Féfé, ça veut dire fait en France. Alors eux, ils utilisent
voilà, le savoir-faire soit de vignerons, soit de brasseurs. Par exemple, il y a une start-up qui s'appelle Opéan, qui eux, sont faits dans l'Est de la France et qui utilisent beaucoup les savoir-faire de brasserie. On a aussi une autre start-up qui s'appelle Nats. Donc, il y a vraiment un engouement, il y a une espèce d'effervescence. Ils proposent chacun leurs petits arômes. Évidemment, tout est bio, tout est naturel, tout est fabriqué en France. Et voilà, et c'est donc le carton de l'été. Merci beaucoup Jean-Jacques Monceau. Vous restez évidemment avec nous puisqu'on va parler RH avec les deux invités qui sont à ma droite. Avec vous d'abord Guéric Faure. Vous êtes le cofondateur d'Hublot, qui est une plateforme numérique qui permet aux établissements de santé de gérer assez efficacement les remplacements de personnel, que ce soit dans les situations d'urgence ou à l'hôpital. Alors Hublot, c'est très récent, c'est tout neuf. C'est une start-up qui est le fruit de la fusion de deux autres petites start-up, Medgo et Wook, d'où vous faisiez partie. C'est rare une fusion entre start-up. D'abord, et une fusion entre start-up pendant le confinement, c'est encore plus rare. C'était inéluctable. C'était pas forcément inéluctable, non. Non, c'était un choix stratégique des fondateurs. On est 5 fondateurs. Et ça nous semblait être une évidence pour aller atteindre d'autres territoires et pour se renforcer dans le monde de la santé. Globalement, vous avez le numéro 1 qui s'occupait des cliniques et le numéro 1 qui s'occupait des établissements de santé publics. Et c'est pour ça qu'on s'est rapprochés pour créer une société qui aujourd'hui équipe 1500 clients en France, plus de 60% des CHU, les grands groupes privés, Elsan, Ramsay, Corian. Et en termes de chiffres, aujourd'hui, on a à peu près 200 000 utilisateurs quotidiens sur la plateforme. On gère plus de 6 000 missions chaque jour. Donc, donnez-nous un exemple. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, par exemple, fait appel à vos services. Ouais. Mettez-vous dans la peau comment ça marche ? Mettez-vous dans la peau d'une infirmière, en fait, qui apprend d'un cadre de soins, dans un établissement de santé, qui apprend à la dernière minute qu'une infirmière va pas pouvoir prendre son poste. Avant Hublot, le cadre appelait des personnels qui étaient en repos chez eux, avec des tensions sociales, des problématiques de respect du cadre légal. Désormais, avec Hublot, l'ensemble des salariés de l'établissement vont faire acte de candidature. Donc, les volontaires vont pouvoir s'inscrire dans les services, sur les compétences dans lesquelles ils souhaitent être rappelés. Et désormais, le cadre de soins, en quelques clics, va pouvoir solliciter ce personnel basé sur le volontariat. Donc, il y a deux typologies de viviers, à la fois des salariés en CDI qui vont venir travailler en heures sup, mais depuis quasiment 2-3 ans maintenant, un vivier de salariés, ce qu'on appelle vacataires, des étudiants et des retraités qui viennent faire des missions en heures sup, enfin en CDD plutôt chez nos clients. Et voilà, et donc ça marche super bien. Comment ça s'est passé pendant le Covid ? Est-ce que vous avez votre activité a explosé ? On imagine que comme les hôpitaux étaient à flux tendu, ils ont eu besoin de personnel. Alors pendant le Covid, il y a eu des projets ARS. Il y a 11 ARS qui ont été équipés de la solution, Agence régionale de santé, qui ont été équipés de la solution sur les régions. Plus de 6 000 établissements se sont connectés à la plateforme, 20 000 salariés ont fait acte de candidature. Le but étant de faire notre effort dans le cadre de la guerre contre le Covid. Et donc, on les a équipés gratuitement pour mobiliser du personnel compétent disponible au moment où les établissements en avaient besoin. Vous avez eu le sentiment d'avoir un peu fluidifié ces établissements de santé au moment du Covid, au moment où c'était la guerre, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron ? On a fait le maximum et je sais que ce qu'on a fait en fait a été très fortement utilisé. On a eu vraiment des taux d'usage très importants et on a aidé fortement les établissements à faire face à ces remplacements imprévus. Est-ce que la création d'Hublot, elle traduit les mutations au sein de l'hôpital, au sein des cliniques privées, au sein de tous ces établissements médicaux aujourd'hui ? Il se passe quelque chose selon vous ? Oui, aujourd'hui, Hublot, c'est une plateforme que les établissements de santé doivent avoir. C'est vous qui le dites ? Oui, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on équipe aujourd'hui un certain pourcentage des établissements et on a une très grosse croissance sur les établissements. On est dans un processus RH, entre guillemets, innovant, dans la mesure où, avant, les établissements faisaient appel aussi aux agences d'intérim et désormais, grâce à nous, ils deviennent totalement autonomes, à la fois en interne sur l'établissement, mais également sur les territoires, les groupements privés ou les GHT, les groupements hospitaliers territoires pour les établissements privés, publics, où finalement ils font le partage de personnel et ce qu'on appelle la mise à disposition de personnel. Donc on contribue aussi à la mobilité du personnel au sein d'un territoire sur des compétences qui sont en tension aujourd'hui. J'en viens à vous, Gaspard Schmitt, on reste dans le domaine RH. Side, c'est une plateforme pour freelance ou intérimaires.
Attention, pas freelance, mais intérimaire, c'est ça? Intérimaire. Intérimaire qui a été créé en 2016. Vous avez levé 15 millions d'euros auprès de différents VC, notamment Connect Ventures et ou le groupe Arnaud. Aujourd'hui, vous avez 2000 clients, de la TPE au grand groupe, et vous avez toute une flopée de siders donc, qui font partie de votre écosystème. C'est quoi un sider? Comment est-ce que vous le recrutez? À quoi est-ce qu'il ressemble? C'est un homme ou c'est une femme d'abord? C'est à peu près à 50-50, un D'accord. homme ou une femme. Il y a une belle parité chez les siders. Nous, on est une plateforme d'intérim, première plateforme d'intérim en France. Et un sider, c'est un candidat qui s'inscrit via notre application mobile sur la plateforme pour travailler de manière ponctuelle, de un jour à plusieurs mois, au sein de différentes entreprises, qui peuvent être des entrepôts logistiques, des enseignes du commerce, des startups, des PME, où ils vont être, par exemple, en renfort sur le support client. Et nous, on les place, on les met à disposition des entreprises qui en ont besoin via la plateforme qu'on a développée pour les entreprises. Vous avez de plus en plus de siders aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, on a 100 000 candidats actifs sur la plateforme, qui sont c'est une base qui se développe énormément dans le temps, évidemment. Et on a aujourd'hui 5 000 contrats après chaque mois, 5 000 contrats intérim qui sont passés via notre plateforme. Quand on a des talents comme vos siders, il faut les chérir, il faut les cajoler. Comment est-ce que vous vous occupez d'eux? Comment est-ce que vous les retenez de partir ailleurs? Alors, nous, la première chose à laquelle on croit, c'est vraiment de créer une expérience très, très simple et facile d'usage. Donc, c'est pour ça qu'on investit énormément dans la tech. On a une quinzaine de développeurs et designers depuis 4 ans qui travaillent sur la technologie pour simplifier la vie des candidats, des intérimaires, des siders. On a développé un programme de fidélité pour eux qui passe via l'application pour donner des récompenses dans des dépenses du quotidien. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. Et ensuite, nous, ce qui est très important aussi, on pense, c'est la rigueur administrative avec les candidats parce qu'ils viennent pour gagner des sous. Il faut qu'ils soient payés dans les temps. Et ça arrive très souvent dans l'intérim qu'il y ait beaucoup de retard, etc. Et nous, grâce à la plateforme et l'app qu'on a développée, en fait, les candidats sont payés dans les temps, les montants attendus. Et donc, ils apprécient parce qu'ils peuvent prévoir leur futur avec Side. Est-ce qu'il y a des secteurs plus particulièrement friands de ce type de plateforme? Est-ce que, au contraire, est-ce que vous n'avez pas souffert justement du fait que la restauration ne fasse plus appel à l'intérim pendant le confinement, évidemment? Oui, alors c'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont plus consommateurs que d'autres. Nous, on est vraiment spécialisé sur la logistique, le commerce et sur les services. Donc, par exemple, les centres d'appel ou des PME qui auraient des besoins en aide administrative. Donc, on est sur trois champs d'expertise. Et pendant le confinement, on a vraiment réallouer en fait nos efforts sur les secteurs qui étaient appelés indispensables, la seconde ligne d'Emmanuel Macron, pour être proche vraiment des besoins immédiats. Et donc nous, on n'est pas du tout sur l'hôtellerie ou la restauration, par exemple, donc on n'a pas été impacté par ces secteurs-là. Comment trouver le juste milieu entre la protection sociale qui est nécessaire, vous en avez parlé, et en même temps la liberté de vos siders? Alors, nous, ce à quoi on croit, c'est de moderniser le marché du travail grâce au numérique. Mais sans ubériser. Il y a beaucoup de plateformes qui se développent depuis une dizaine d'années. Et nous, on cherche vraiment à bien protéger les candidats d'un point de vue social, à bien protéger les entreprises d'un point de vue juridique. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve le juste milieu. C'est que via notre application, ils peuvent travailler quand ils le souhaitent, pour les durées qu'ils souhaitent. Mais grâce au statut intérimaire qu'on a, ils sont sûrs d'avoir la protection sociale dont ils ont besoin pour avoir les rémunérations nécessaires, bénéficier des heures supplémentaires, des indemnités de fin de mission, des tickets restaurants, des choses comme ça, qui sont importantes pour avoir de la flexibilité tout en profitant des acquis sociaux du modèle français. Guéric Faure, Gaspard nous parlait de la technologie. En quoi la data, quelle incidence la data a sur votre business model? Comment est-ce que vous faites rentrer l'intelligence artificielle dans votre modèle? C'est les sujets du moment chez nous. En ce moment, on a énormément de sujets sur l'IA, sur le data analyst. On a 3 data analysts chez Hublot aujourd'hui. Notre but, c'est d'apporter le service à nos clients, c'est-à-dire qu'ils trouvent un remplaçant. Grâce à toutes les données qu'on récupère de nos clients, en fait, on arrive à leur donner une probabilité si la mission va être pourvue ou pas, dans quelle probabilité, dans quel délai. Donc, on va pouvoir les accompagner dans le futur à recruter plus de personnel, à optimiser leurs ressources par rapport à leurs besoins en termes de ressources humaines. Et donc, c'est les sujets aujourd'hui du moment sur lesquels on travaille. Nous-mêmes aussi pour aider au recrutement, parce qu'on anime aussi les viviers de nos clients, on leur donne les outils pour qu'ils puissent communiquer et recruter eux-mêmes les salariés qui vont
renseignés dans Hublot. Et donc à ce niveau-là, c'est très important pour nous pour optimiser tous ces remplacements. De manière générale, et la question est ouverte à tous les deux, ce Covid, il a considérablement chamboulé le marché de l'emploi, vous le sentez? Alors vous étiez déjà positionné en amont, mais là, on est face à une secousse, un tsunami? Ouais, c'est sûr. Je pense que ça accélère clairement la transition digitale des entreprises. Parce que et elles ont besoin de startups comme vous. Oui, forcément. Que ce soit aussi bien pour faciliter les usages, mais aussi pour respecter les mesures barrières, tout simplement, parce que moins de papier, moins de gestes manuels, ça passe par des plateformes numériques comme ce qu'on développe. Et ça passe également par rapport à la flexibilité, car aujourd'hui, les entreprises sont quand même confrontées à un marché qui est fluctuant. Et elles ont besoin de flexibilité au niveau des ressources humaines. Et je pense que ce qu'on apporte, Side et Hublot aujourd'hui, c'est de la flexibilité tout en respectant un cadre légal qui est, à nos yeux, très très important. Parce que c'est vraiment notre combat de faire en sorte que les salariés sont rappelés, qu'on mette de l'équité dans notre outil. Bien sûr. Respecter le cadre légal, c'est essentiel. Merci beaucoup à tous les deux. Beaucoup. Merci Jean-Jacques Monceau. Smartup, c'est terminé. On se retrouve demain matin. Tout de suite, vous retrouvez Stéphane Soumier. Belle journée. À demain. Du nouveau dans le monde de l'assurance pour vous ce matin, c'est-à-dire que pour le coup, ça c'est un sujet pour les PME, pour les TPE. La complexité, je ne vais pas dire la complexité, mais la facilité avec laquelle on se fait avoir quand on doit contractualiser pour une mutuelle pour l'ensemble des salariés. Et vous savez qu'aujourd'hui, un salarié, la mutuelle, elle est obligatoire. Il se trouve que c'est bien, il y a un problème, il y a des entrepreneurs qui s'en occupent. Et donc, Ogo, alors j'ai appris que ça voulait dire protection en japonais. Ogo s'occupe justement de vous offrir le meilleur de la mutuelle au meilleur prix, a priori on l'espère, en toute transparence et en toute indépendance. Mais regardez ça. Ogo, ça veut dire protection en japonais. Voilà, donc c'est lié à l'assurance. On protège les entreprises avec leur assurance. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait chez Ogo? On optimise les assurances santé, les contrats d'assurance santé des entreprises et on simplifie toute la gestion qui est liée à ces contrats, quel que soit l'assureur. Mais tu n'es pas assureur toi-même? Alors non, nous on n'est pas assureur du tout, on n'a pas du tout vocation à devenir assureur. En fait, on a 3 propositions de valeurs clés. La première, c'est qu'on optimise. Donc l'optimisation, ça veut dire que pour... T'es un courtier alors, c'est ça? Alors, on a une partie effectivement de notre activité qui est liée au courtage, puisqu'en fait, on va aider l'entreprise, quelle que soit l'entreprise, à trouver le meilleur prix, les meilleures garanties pour leur contrat de mutuelle santé. En toute indépendance? En toute indépendance. On travaille avec tous les grands absolument tout le monde? Absolument tout le monde. Y compris Alan? Sauf Alan, je vais y revenir. Alors attendez, parce que vous n'êtes pas... Ah, non, il faut que j'explique aux gens quand même, parce que vous n'êtes pas... Il faut suivre le secteur de l'assurance, même s'il est venu, hein. Jean-Charles Samuelian. Jean-Charles Samuelian, c'est un mec incroyable. Voilà, je vous le dis très très rapidement. C'est quand même un gars... Pardon, hein, Anna, mais je veux juste dire d'un mot. C'est quand même un gars qui s'est attaqué aux 2 positions les plus inexpugnables que tu puisses trouver dans le business, parce qu'il a commencé avec le secteur aérien quand même. Il a commencé en faisant des sièges d'avion. Et je peux te dire que se faire certifier pour mettre son siège dans un Airbus, mais c'est un truc de dingue. Et ensuite, il est devenu, alors je crois, c'est le premier assureur indépendant immatriculé en France depuis 86, je crois. Ouais, 1986. Hein. Donc c'est dire si le gars. Donc, oui, donc effectivement, Alan. Tu ne travailles pas avec lui alors? On connaît très bien Alan. Après, Alan, eux, ils ont fait le choix aujourd'hui de passer en direct avec les clients. Ouais. Et puis nous, c'est vrai qu'on travaille en fait avec tous les secteurs différents des entreprises. Donc on est capable de proposer des contrats, peu importe le secteur d'activité, la convention collective. Et on n'est pas du tout une start-up pour les start-up. On travaille vraiment pour tous les clients. En fait, mais c'est vrai qu'en même temps, et c'est pour ça que tu es là et j'en suis très content, quand tu vas sur le site de Ogo comme sur le site d'Alan, tu te rends compte qu'il y a quand même nécessité d'un immense coup de balai. Alors, ils sont partenaires, les assureurs, donc bouge-toi les oreilles si tu veux, mais un immense coup de balai sur la façon dont aujourd'hui on communique, mais même à travers des interfaces web avec les grands assureurs, avec les grandes mutuelles. Parce que chez Ogo comme chez Alan, alors je me suis arrêté au moment où tu donnes ton adresse mail, parce que voilà, quand même, mais c'est en 3 clics, tout est simple, tout est clair, tout est facile, tout va vite, voilà, tout est fluide. C'est ça. La deuxième proposition de valeur qui est importante, c'est d'être simple.
Et en fait, ce qu'on met à disposition de nos clients, c'est pour ça que je disais, en fait, on est courtier dans le sens où effectivement, on va comparer des offres et proposer la meilleure offre aux clients, mais on va beaucoup plus loin puisqu'on offre une plateforme en fait unique et intégrée qui va permettre d'aider les entreprises à gérer toutes les tâches administratives qui sont liées à l'onboarding, l'affiliation des salariés, les sorties des salariés, etc. Et puis la troisième grande... Quand tu dis onboarding, c'est tout l'aspect social, santé, etc. de l'onboarding. C'est pas l'aspect RH de l'onboarding. C'est aussi une partie de l'aspect RH de l'onboarding, parce que quand un salarié arrive, il a l'obligation de souscrire et de Oui, voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est l'ensemble des éléments légaux. C'est pas... Parce que maintenant, il y a des startups spécialisées aussi dans l'onboarding. Voilà, non, là, c'est vraiment lié. Voilà, mais l'idée, effectivement, c'est de s'intégrer au maximum dans l'écosystème qui est lié à ces affiliations pour pouvoir offrir la meilleure expérience aux clients, quel que soit l'assureur. C'est super important parce que, alors oui, il y a le droit à l'erreur maintenant, mais justement, le fait qu'ils aient eu besoin de mettre en place un truc comme le droit à l'erreur prouve la complexité de l'ensemble de ces systèmes. C'est extrêmement complexe, oui. Et en fait, il y a une énorme barrière à l'entrée qui est la barrière du changement. Et c'est en fait, nous aussi, tout l'objectif, c'est de faciliter, en fait, de rendre simple et immédiat le changement de contrat d'assurance. Et que ce soit plus une barrière administrative énorme pour une entreprise, c'est de se dire, aujourd'hui, on est capable de changer facilement d'assureur, de contrat d'assurance, et du coup, de pouvoir en permanence proposer la meilleure offre à l'entreprise, quelle que soit sa situation, son évolution, voilà, et donc de pouvoir en fait, leur proposer tout le temps les meilleures. Mais quand tu dis la barrière du changement, ça veut dire il y a des entreprises, alors j'imagine que c'est plutôt les TPE, les PME qui s'occupent de Go, les autres ils sont staffés pour ça, qui en fait n'ont pas le bon contrat d'assurance, ou ça leur coûte trop cher, ça couvre mal leurs salariés, etc. Elles le savent. Mais pas forcément. Pas forcément. Oui, c'est pas forcément un sujet sur lequel ils vont se pencher. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire il y a énormément d'offres sur le marché qui sont déjà existantes, de plein d'assureurs différents. Il y a aussi des offres qui peuvent être faites sur mesure, personnalisées pour la population, la démographie de l'entreprise. Et donc, nous, notre grande force, c'est justement de s'appuyer. En fait, notre techno, elle est appuyée sur l'analyse fine des données de la paye, qui sont croisées avec plein de données aussi d'API publiques, et qui va permettre de matcher le contrat qui est parfaitement adapté à la situation de l'entreprise à un instant T. Donc, en fonction. Ça veut dire, attends, c'est-à-dire que je me suis arrêté effectivement dans le parcours, mais si je continue le parcours, tu vas m'envoyer un devis, et à ce moment-là, en fait, tu vas me demander l'ensemble des données de paye de l'entreprise. On s'appuie sur des données qui sont anonymisées liées à la paye, effectivement, pour pouvoir analyser la démographie, la population, le secteur, la localisation géographique. Et ensuite, évidemment, ça impacte aussi la politique RH que l'entreprise a vis-à-vis de ses salariés. Et donc, dans tout ça, de permettre à nos algos, en fait, d'optimiser les... Oui, parce qu'il y a 3 types d'offres. Il y a le truc, le minimum légal, le truc moyen et le truc super top. Vous prenez vraiment soin de vos salariés, ça va être super, etc. Exactement. Ça fait partie aussi de la politique. Et puis, en plus, en ce moment, en pleine crise sanitaire, je pense que la santé, elle est revenue un peu au cœur des préoccupations. Tu le vois dans le trafic sur Ogo ou pas ? On le voit en fait énormément, parce que la situation actuelle, en fait, elle a fait que les assureurs ont déjà annoncé des augmentations tarifaires pour 2021. Et du coup, on a une explosion en fait, des demandes des entreprises qui vont chercher à la fois à réduire leurs coûts, évidemment, puisque crise économique, mais on va les accompagner sur ce sujet, mais à la fois optimiser les garanties aussi pour les salariés de l'entreprise.